était le contexte historique de la frontière en 1939? Quelles répercussions a eu la guerre civile en Espagne? C'est une question qui est très très vaste, parce qu'il faut faire un retour en arrière. Par exemple, après la fin de la guerre de 1918, il y avait le traité de Versailles qui a été imposé à l'Allemagne, où les Allemands étaient durement traités. Et avait été créé à cette époque-là quand même, ce qui correspond aujourd'hui à l'ONU, ça a été la SDR, la Société des Nations. Et les Allemands qui étaient dans la misère ont eu affaire à un homme qui était Adolf Hitler, qui, par sa volonté, parce qu'il voulait instaurer le national-socialisme sur Milan, et il a réussi à s'emparer du pouvoir. Il y a eu cette montée du nazisme en Allemagne. Il y a eu en Italie avec Mussolini, lui aussi qui voulait s'accaparer de la Méditerranée. Il y a eu Franco. Alors ce sont les trois grands dictateurs de l'époque. Et Franco, il y avait la République. Seulement ce qu'il a fait, en 1936, en juillet 1936, je me rappelle, c'était un dimanche, je l'ai appris, c'était le jour de la communion solennelle. J'ai appris qu'il y avait cette démarche de Franco en Espagne, qui voulait s'emparer, qui voulait abattre la République, ce que finalement il a réussi, ce que finalement il a réussi, et nous avons vécu, alors nous étions voisins, nous avons vécu la guerre civile d'Espagne. C'était quelque chose d'affreux, où la misère, nos voisins s'échappaient de chez eux, surtout lorsque les franquistes sont arrivés aux portes d'Irún et de Fontarrabie, où nous avons eu près de 20 000 Espagnols qui sont venus dans les rues d'Andaille, qui étaient pleines, avec le bétail, même ceux qui avaient du bétail venaient avec le bétail. Et je me rappelle à la rue Santiago, c'était tout le long de la rue, il n'y avait que des réfugiés. D'ailleurs, à l'école de la ville aussi, il avait été instauré une cantine. Il a été à ce moment-là, dans les 13 000 repas ont été répartis. Mais le plus triste de tout ça, c'est que lorsque les franquistes se sont emparés d'Irún, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pris des personnes et les ont fusillées. Nous habitions à la rue Santiago, qui est à vol d'oiseau, nous sommes très près du parc des sports, Stadion Gall. Et tous les jours, nous entendions des hurlements des suppliciés qui hurlaient tous les matins. Et finalement, c'était une fusillade, et on peut dire un silence de mort. Et vraiment, c'était quelque chose d'horrible, parce qu'on entendait ça, et ça nous glaçait. Je ne sais pas combien il y a eu de fusillés, mais en fait, c'était comme ça. Alors, vous voyez, nous avons vécu ces choses-là. Nous étions très marqués par ces choses-là. Que se passe-t-il? Que voulait dire zone libre et zone occupée? 1939, la guerre d'Espagne venait de se terminer et Hitler envahissait l'Europe. Il voulait instaurer le national-socialisme pour Milan. Il s'était déjà emparé de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, c'était les Sudètes, ce qu'on appelait. Et alors, il voulait aussi s'emparer de tout. Il y avait le Danemark, il y avait la Hollande, la Belgique et la France. Pour la France, il y avait l'ingénieur, qui avait été ministre aussi, Maginot, qui avait créé la ligne Maginot face à l'Allemagne. Alors pour Hitler, rien de plus facile, au lieu de s'attaquer directement à la ligne Maginot, il fallait la contourner. Donc il est passé par la Belgique, et il est rentré en France. Et comme ils étaient supérieurement équipés en chars d'assaut, ils ont déboulé en France avec une très grande rapidité. Et sur les routes de France, les Français s'échappaient en emportant tout ce qu'ils pouvaient de ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est ce qu'on appelait l'exode. Et ils arrivaient jusqu'ici, jusqu'à la frontière, où nous avons eu beaucoup aussi. Moi, de ma famille, par exemple, il y en a qui habitaient Paris et que nous avons été dans l'obligation de les héberger durant un certain temps ici. C'était l'exode, c'était quelque chose d'affreux. Vous savez, tout le monde s'échappait devant les hordes. Les premiers soldats nazis, je dirais toujours nazis, parce que pour les Allemands, j'ai beaucoup de respect, parce que les premiers à souffrir du régime nazi, ça a été les patriotes allemands en 1933, qui ont construit, que Hitler a obligé à construire les camps de concentration. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces patriotes allemands, et pas pour les nazis. Dans les premiers nazis qui sont arrivés en date, je me rappelle,
Je venais d'acheter un journal à la gare et j'ai vu arriver un Silka. C'était des éclaireurs. Vous savez, il y a toujours des éclaireurs dans toutes les armées. Ils sont arrivés devant l'hôtel en face de la gare, l'hôtel Artola, c'était à ce moment-là. Ils étaient de noir vêtus, au revers, ils avaient des têtes de mort, machin comme ça. Les premiers soldats, et franchement, ça m'a glacé de voir cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais jeune, mais curieux, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés au point international. Au point international, ils ont descendu le drapeau français et ils ont monté le drapeau hitlérien. Ensuite, ils se sont dirigés vers la moitié du pont. Et là, ils ont rencontré des officiers espagnols et ils se sont salués. Voilà quelle a été ma première vision de cette guerre-là. Quelles étaient les conditions de vie pendant l'occupation? Eh bien, ma foi, conditions de vie, on ne parlait pas de régime à cette époque-là. On ne parlait pas de cholestérol non plus. On se contentait de tickets alimentaires qu'on distribuait à la mairie chaque mois. Des tickets, par exemple, où il y avait certaines catégories, J1, J2, J3. Nous autres, nous étions des J3. Et on avait droit, par exemple, à 350 grammes de pain. Je sais bien, il y a beaucoup de jeunes qui me disent, mais je ne les mange pas. Mais seulement à côté, il n'y avait rien. Par exemple, pour la semaine, vous avez droit à 50 grammes de fromage. Vous voyez ce que c'est 50 grammes de fromage? Mais voyez ça en 6 jours. Bien souvent, il faut le faire passer sous le nez. Il faut se contenter de l'odeur. On avait droit à 3 kilos de pommes de terre. On avait droit à des œufs. D'ailleurs, j'avais donné un petit papier, là, des œufs. Si l'œuf n'atteignait pas 40 grammes, on avait droit à un deuxième œuf pour 3 personnes. Vous voyez, c'était léger, n'est-ce pas? De la viande, par exemple, on avait droit, s'il y en avait, à 120 grammes. C'est comme ça. Donc, on connaissait la faim. On connaissait la faim, et je vais vous raconter là, à ce moment-là, l'histoire, ce qui m'est arrivé. Vous savez, à 17 et 18 ans, on est prêt à manger tout ce qui se présentait. On ne fait pas de chiquet. Et j'avais entendu dire que les gens du voyage se contentaient de hérissons. Alors, comme je fréquentais le parc des sports, à Andaraïs, un jour, je me trouve, et qu'est-ce que je vois? Un hérisson qui traverse ce qui était sur la prairie, là, qui traverse. J'ai couru, je l'ai ramassé. Comme je portais un béret, je l'ai mis dans le béret pour porter ce hérisson à la maison, où nous l'avons dépouillé, ce n'est pas facile, de dépouiller un hérisson, et nous l'avons mangé avec bien de l'oignon. Et aussi, au point de vue nourriture, la population d'Andaï souffrait beaucoup de l'alimentation. Parce qu'il fallait indiquer pour tout, hein, l'alimentation. Et alors, en 2 occasions, nous avons fait l'ancien hôtel du Midi devant la gare. Je ne sais pas si vous connaissez, l'ancien hôtel du Midi. Dans la cour, là, il y avait des wagons qui arrivaient. Et nous avons appris un jour qu'il y avait des wagons de pommes de terre qui allaient être distribués aux Allemands. Hein, donc, c'est les Rohrkartoffeln. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions un groupe d'Andaillais. Nous nous sommes dirigés vers la cour de débord, que l'on appelle. Et moi, pour ma part, je me suis glissé entre les jambes des soldats qui remplissaient leurs sacs de pommes de terre pour me ramasser des pommes de terre. Ramasser. Vous savez, entre les jambes, comme ça je peux glisser. Maintenant, je rigole, mais à ce moment-là, je ne riais pas du tout. Mais malheureusement, il y a eu un deuil. Là. Il y avait l'officier qui commandait le détachement qui était à cheval. Et lui, avec son cheval, il essayait de nous faire éloigner du wagon de pommes de terre. Il y avait un monsieur qui était un républicain espagnol, qui a été bousculé. Le cheval lui passait sa barbe partout. Et finalement, l'officier a fait redresser son cheval. Il a bousculé le monsieur, qui est tombé, sa tête a heurté le rail. Il est mort. Et nous avons ramené son cadavre à la maison. Voilà pour ces pommes de terre. Elles ont été payées très très cher. Il y a eu une autre occasion. Je ne sais pas si vous savez, c'est les anciennes galeries Lafayette, où maintenant il y a la Lyonnaise des Eaux. Vous savez où se trouve? Là. Les Allemands stockaient des produits alimentaires en provenance du Portugal, comme ça. Et surtout, ils stockaient des boîtes de sardines à l'huile. Et là aussi, ce jour-là, nous sommes réunis, un groupe d'Andaillais, nous sommes réunis, il y avait une sentinelle, un arme qui gardait la chose. Et nous étions peut-être 80 personnes là. Et puis nous nous regardions, et d'un seul coup, sans qu'il n'y ait aucun chef qui donne l'ordre, nous nous sommes dirigés vers la sentinelle
nous l'avons bousculé, nous avons enfoncé la porte et nous sommes rentrés dans le dépôt. Pour ma part, avec ma mère, j'étais avec ma mère, parce que dans ces coups-là, j'étais toujours avec ma mère. Nous avons pris une petite caisse comme ça, de boîte de sardines, sur l'épaule, et en courant, la sentinelle tirait en l'air. Il devait avoir peur, je suppose, devant cette foule de civils qui n'avaient comme arme que les mains, mais enfin qui s'est décidé à tout. Alors, il tirait en l'air, et nous autres, nous sommes échappés avant que le renfort arrive. Et je vous dis que nous avons dégusté avec un plaisir immense ces sardines à l'huile. Comment étiez-vous informé sur l'occupation? Sur l'occupation, il paraissait des journaux, évidemment. Mais ces journaux, bien souvent, étaient sous la domination de l'occupant ou des collaborateurs. Donc, on n'y portait pas grande attention. Ce qui importait pour nous, c'était le bouche à oreille, c'était la distribution de tracts clandestins, évidemment, pas se faire prendre, et puis la radio de Londres. Voilà les trois sujets de l'avion. D'ailleurs, tous les soirs, il y avait un bulletin à l'adresse des Français sur Radio Londres. D'ailleurs, ça commençait par un extrait de la 5e symphonie de Beethoven. Pom, 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 pom. Ça commençait comme ça. À ce moment-là, nous savions que nous avions un speaker qui allait nous annoncer les nouvelles. Et chez nous, puisqu'on habitait à l'étage et en bas, il y avait un cantonnement de soldats, à tour de rôle, mes parents, mon père, ma mère et moi, nous écoutions, nous collions l'oreille contre le poste. Parce qu'il ne fallait pas le mettre très très fort. Nous collions l'oreille et on racontait après. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Et on se méfie énormément parce que nous avions remarqué que depuis quelques soirs, en bas de chez nous, il y avait un petit mur, il y avait un monsieur qui venait s'installer, s'asseoir, on ne sait pas pourquoi, et c'était curieusement tous les jours à l'heure de Radio Londres. Mais enfin, nous n'avions aucun ennui de ce côté-là. Et voilà quelles étaient nos informations. Parce que par contre, sur Paris, il y avait aussi un poste qui était à disposition des Allemands, c'était des Allemands. C'était Harold Paki, qui était le speaker de Paris. Et à Londres, il disait Radio Paris, Radio Paris. Radio Paris est allemand. Voilà quel était le refrain. Mais nous écoutions, nous attendions avec impatience ces renseignements de Radio Londres, vous savez, pour les coller. Et puis alors, ce qu'on faisait de suite, c'était changer d'onde. Des fois qu'on ait une éruption de soldats, il ne fallait pas qu'ils nous trouvent sur la longueur d'onde de Londres. Il fallait être très méfiant, très très méfiant. Et nous l'étions. Racontez un épisode qui vous a marqué. Oui, nous vivions sous une chape de plomb, sous la terreur. Il me revient à l'esprit maintenant ici, le dernier convoi qui est parti d'Andaï. C'était en juillet 1944. J'étais de service à la gare d'Andaï-Plage, parce que j'étais dans la filière de chef de gare. Et je donnais le départ du train. Un train venant d'Andaï arrive, s'arrête. Qui je vois? C'était M. Kerkaburu, Julien Kerkaburu, mon directeur d'école, avec qui nous avions de très très bonnes relations. Ce n'étaient pas des relations entre directeurs et élèves, vous savez, c'était plus fort que ça. Et nous nous sommes regardés tous les deux. Lui, regardez, il ne pouvait pas parler parce qu'il était encadré d'allemand. Et moi comme ça. Nous nous sommes regardés, la minute a été très longue. Et je m'en souviens encore. Et j'étais dans l'obligation de donner le départ du train. Et croyez, j'ai donné le départ du train, et je me disais, et que moi aussi j'étais responsable de leur éloignement. C'est-à-dire, on l'a mené vers les camps de la mort, Oui, voilà. les camps d'extermination. Oui, les camps extérieurs, il avait été déporté lui aussi. Et alors, vous voyez, nous vivions sous la terreur. On se demandait chaque jour à qui le tour. Chez nous, c'était pareil dans ma famille. J'avais frères et sœurs, j'avais aussi des frères et sœurs, mais qui étaient plus jeunes. Alors mes parents les avaient mis dans une ferme dans les Landes. Et moi je restais avec mes parents puisque je travaillais. Et je leur disais à mes parents, vous allez voir, un de ces jours, ça va être notre tour. Et un jour nous étions à table, tous les trois, on tape à la porte, je me lève, je dis à mes parents, ce sont eux. Je vais pour ouvrir, et en effet, je me trouve face à des Allemands. C'était des gendarmes, avec le gros placard là. L'officier, dès que j'ai ouvert la porte, il a avancé sa jambe pour ne pas que je referme la porte. Je ne l'aurais pas refermée, ça aurait été idiot de ma part. Ils sont rentrés et ils nous ont dit que nous avions été
dénoncé. Alors, on a posé la question, mais pourquoi et par qui? Nous n'avons pas eu de réponse. Seulement, nous avions été dénoncés. Et alors, avec mon père, j'ai été gardé à la cuisine par un soldat. L'officier a pris ma mère, il m'a dit, nous allons, il parlait pas en français, nous allons dans une autre pièce, la salle à manger. Et ma mère, elle était dans le basket. C'était une militante communiste. Oui. Hein, Elle nous a crié « Etasouk Ichidik » sur un ton. Alors nous avons compris. Mon père et moi, vous comprenez, ça veut dire. Mon père et moi, nous savions qu'elle n'allait pas parler et que nous autres, nous n'avions rien dit. Et tous les deux, nous sommes restés muets dans la cuisine, sans rien dire. Et dans la salle à manger, ma mère était face à l'officier. C'était à qui hurler le plus fort. Ma mère ne se dégonflait pas. Elle hurlait autant que lui. Ça a duré un moment, vous savez, l'après-midi, ça a été très très long. Et on ne savait jamais. Le motif qui nous reprochait, on ne savait pas pourquoi. Et à un moment donné, le soldat est descendu, et ça j'ai trouvé grotesque, il est descendu, il est allé au jardin, et nous avions un petit jardin, et heureusement parce que ça nous faisait quelques légumes, petit jardin, avec des haricots grimpants, vous savez, on pique des bâtons, des haricots qui grimpent comme ça. Et le soldat est passé au milieu de tout ça. Il cherchait je ne sais pas quoi, au milieu des légumes. J'ai trouvé ça grotesque que ce soldat aille au milieu des haricots pour chercher je ne sais quoi. Bon, il n'a rien trouvé, parce que nous étions très méfiants. Hein. Nous ne gardions absolument rien. Si on avait un trac, si on avait un petit quelque chose, il était détruit de suite. Et puis ma mère se faisait un plaisir de l'amener du côté de Bitiola ou par là, parce qu'elle fréquentait beaucoup les champignons. Ça faisait un plaisir. Et n'ayant rien trouvé, l'officier nous aligne, ma mère, moi et mon père, dos au mur, dans le couloir. Je revois toujours la scène. Il nous toise et il dit à ma mère, Madame, je me vois dans l'obligation d'amener votre mari et votre fils. Mais croyez-moi que le sang se glace à ce moment-là, les gens me flageolaient, vous êtes comme ça. Parce que vous savez ce qui est arrivé à tous vos amis, qu'ils ont disparu, et que c'est à ce moment-là votre tour. Il croyait certainement que ma mère allait se mettre à genoux et l'implorer. Elle était trop fière pour ça. D'ailleurs, ça m'a servi de leçon. Elle m'a dit, monsieur, faites votre devoir. C'est l'officier qui a blémi. Il ne s'attendait pas à ça. Il a regardé le soldat, il a fait signe et ils sont partis. Et tous les trois, nous sommes restés comme ça, vous savez, comme dans un match de foot, comme ça, les joueurs se réunissent, nous sommes restés comme ça. Nous ne savons plus quoi penser. Les jambes flageolantes. Ça a duré un moment. Nous pensions être sortis de l'auberge. Quelque temps plus tard, nouvelle visite, encore un gendarme. Je le revois encore, costaud, rouquin. C'est formidable quand on se remémore, on revoit les personnes, on a certaines images qui restent comme ça. Et il se présente, il me montre une feuille et il rentre à la cuisine. Nous allons à la cuisine, je prends la feuille et nous trois, sans jamais parler, ça dure quelques minutes, ils amènent un excellent français, il nous explique que pour avoir dérangé sans motif la gendarmerie allemande, nous étions dans l'obligation de payer une amende. Comme si c'était nous autres qui leur avions demandé de venir perquisitionner, de payer une amende, mais qui était forte. Moi je suis d'un milieu très ouvrier, nous n'avions aucune fortune chez nous. Mes parents n'avaient rien du tout comme âge. Eh bien vous savez, la note était salée. Si nous ne payions pas dans les 8 jours, mon père et moi, nous serions amenés à Biarritz, à la Villa Blanche, pour passer quelques jours communautaires, on n'en sait rien. Pensez, nous étions avec ça. La Villa Blanche, c'était le siège de la Gestapo. De la Gestapo à Biarritz. À Biarritz. Vous voyez un peu, vous avez échappé belle la première fois, là on vous dit, si vous ne pouvez pas payer, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer. Heureusement qu'il y avait des voisins. Les voisins qui avaient vu tout le ménage, le manège, tout le manège là, et ma foi, qui nous ont aidés. Et comme ça, mon père et moi, eh bien, nous avons été privés de vacances à Biarritz, mais très heureux de rester à la maison. Voilà notre... Alors on se faisait un plaisir de cultiver. Et c'était la saison des tomates qui allaient mûrir. Mais nous étions très méfiants, ma mère aussi très méfiante, parce qu'en bas, les soldats, là, on se méfiait d'eux.
Et en effet, bien souvent, il restait à la fenêtre, surveillé. Et c'est arrivé qu'un soldat sorte du cantonnement, prenne le chemin pour aller au jardin pour aller cueillir les tomates. À ce moment-là, elle se mettait à hurler en basque, elle l'incendiait. Il ne comprenait pas, mais enfin, au ton de la voix, compris. Et il battait en retraite. Et il s'en revenait. Alors, c'est pour ça encore ce matin que je disais à Chaudreau-Vasté, c'était l'armée en bande qui battait en retraite devant une basquaise. Voilà, c'était plaisant ça. Voilà notre existence. Il y a un deuil des Juifs qui portaient les toits jaunes. Quelle était la réaction de la population? Oui, j'en ai connu. J'ai connu un monsieur qui était pharmacien à l'hôpital Marin et j'ai connu un couple qui était tailleur en Aïeuville près de l'école communale, qui était tailleur. C'était monsieur et madame Delvaille qui portaient les toits jaunes. Des gens charmants. Nous avions une très bonne entente avec eux. Et ma foi, ils ont été arrêtés, évidemment, parce que les Allemands voulaient les distinguer. Dès qu'un enfant avait à l'âge de 6 ans et qu'il était juif, il était dans l'obligation de porter ici au revers une étoile jaune. Les distinguer. Parce qu'il faisait la guerre aux Juifs, je ne sais pas pourquoi. La guerre aux Juifs. Et ce monsieur et madame Delvaille, qui étaient ailleurs, ont été déportés. L'Allemand qui est venu pour les arrêter avait la liste, où il avait la liste de 2, alors qu'ils avaient une fille aussi. Mais la fille a pu être rescapée, parce qu'elle n'était pas sur la liste. C'était des gens charmants. La réaction de la population? La population, ma foi, on n'en voulait pas aux Juifs. On n'en voulait pas du tout aux Juifs. Ce qu'on en voulait, c'était aux nazis. Mais les Juifs, c'était nos amis. C'était nos amis. Et d'ailleurs, M. Carré-Caburu, qui était le directeur, était le grand ami de M. Delvaille. D'ailleurs, il le portait dans son cœur. Il y a eu un événement historique en gare d'Andaille le 27 octobre 1940. Pouvez-vous nous le raconter? Oui. Il s'agissait de la rencontre de 2 dictateurs, Franco et Hitler. Andaille était en état de siège ce jour-là. J'habitais au 30 rue du Commerce, qui est le quartier de la gare, et tous les habitants, nous étions consignés chez nous. Et nous devions fermer les volets. Donc, nous étions chez nous, volets fermés, impossible de sortir. Parce que dans la rue, il y avait des soldats qui étaient en poste là, dans la rue. Et de cette entrevue, de ma chambre, je pouvais apercevoir une partie du quai numéro 1 et 2. Et curieux, j'ai voulu entrouvrir les volets pour voir ce qui se passait. Mais seulement dès que j'ai entrouvert les volets, en bas, il y avait un soldat qui m'a mis en joue. Je me suis empressé de refermer les volets et de rester dans le noir de ma chambre, plutôt que de voir ces 2 individus. Voilà. D'ailleurs, le train d'Hitler était accompagné. Devant, il y avait un train d'artillerie antiaérienne et derrière aussi. Et lui, il était encadré. Mais je ne les ai pas vus. Étiez-vous au courant de l'existence des camps d'extermination? Non, personnellement, je n'étais pas au courant. Seulement, il y avait des amis, des copains qui disparaissaient. Alors, on disait, c'était le bouche-oreille aussi, on disait qu'ils avaient été arrêtés, qu'ils avaient été transportés soit à Bayonne, soit à Bordeaux, au Fort du Var, soit à Drancy, mais ensuite, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et il y avait les très jeunes, le plus jeune, Andaillé, avait 14 ans et demi lorsqu'il a été déporté. Il est mort, il avait 15 ans, il est mort en déportation. Et ses parents ont eu un chagrin fou. 14 ans et demi. Vous vous rendez compte d'un adversaire comme le nazisme? Serrano. Il était arrêté, c'était un militant politique? C'était pour distribution de tracts. Distribution de tracts. Oui, il y en a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. Il y avait Robert Lafitte, 16 ans. Il y avait Bergeret de la Plage aussi, 16 ans. Il y avait beaucoup. Je crois qu'il y en avait 9 de moins de 20 ans, sur 63. On se connaissait. On se connaissait. Alors on pensait que quand on savait qu'ils avaient été arrêtés, nous nous disions, ça y est, ça va être bientôt notre tour. Voilà ce que nous disions. C'était une période terrible. Comment vous appelez-vous? Simone Villalta. Où et quand avez-vous été arrêté? J'ai été arrêtée à Angers le 2 avril 1943.
Pouvez-vous nous dire dans quel camp vous avez été J'ai été arrêtée et déportée au camp de Ravensbrück, à une centaine de kilomètres de Berlin, plutôt vers la Baltique. Pour quelle raison? Pour résistance, fait de résistance. Ce que peut-être vous voudrez savoir davantage, c'est est-ce que vous aviez un engagement politique? J'avais un engagement, oui. Votre famille Oui, était donc... ma famille était une famille de militants. Qui vous a dénoncé? Comme je faisais partie de la résistance, c'était des jeunes qui s'en allaient en Angleterre, et c'est la maman d'un de ces jeunes hommes qui m'a dénoncé. Il y en avait 80 auparavant qui étaient déjà passés en Espagne pour rejoindre la France libre. Comment s'est passé le voyage? Dans le camp, camp. dans le wagon. Bon, dans le wagon, nous avons voyagé en wagon à bestiaux. Et arrivé à Berlin, il y a eu des bombardements, il a fallu arrêter le train. Et bien sûr, nous, on n'a pas été touchés. Et après, on est reparti de Berlin jusqu'au camp de Ravensbrück. En plein mois de juillet, il commençait déjà à avoir des flocons de neige. Vous aviez une anecdote tout à l'heure Oui. avec... Vous pouvez nous la J'ai raconter? une de mes amies qui a été déportée en même temps que moi, qui avait accouché au Val-de-Grâce. Et quand nous avons voyagé en wagon à bestiaux, elle avait une montée de lait. Nous avons été obligés de nous occuper d'elle pour pouvoir essayer qu'elle soit pas trop mal en arrivant à Ravensbrück, parce qu'on savait qu'on partait à des destinations inconnues, mais on ne savait pas encore qu'on partait dans des camps de l'horreur. Que ressentez-vous pendant le trajet? On était là, on commençait déjà à être solidaires les unes des autres, et déjà on essayait de dire peut-être que demain on s'en sortira, mais on ne savait que demain on ne s'en sortirait pas. Mais on avait déjà cette solidarité déjà. Comment s'est passée l'arrivée dans les camps? Très mauvaise. Les femmes déportées, les femmes SS nous attendaient avec les chiens et elles nous ont fait rentrer dans les douches, couper les cheveux, raser à certaines, et après les douches chaudes et douches froides. Elles nous ont habillés et nous ont mis dans des baraques. Comment était la vie quotidienne dans le camp? La vie quotidienne était très mauvaise et très, très, très dure. Réveillé à 5 h du matin et pour faire un appel à 6 h, mais il fallait essayer de s'en aller, ils appelaient ça les Allemands des Waschrooms. C'était des robinets qui étaient sur un tuyau et il fallait se laver à l'eau, nous n'avions pas de savon. On commençait déjà à avoir des poux. Et là, ils nous faisaient l'appel pour pouvoir après nous envoyer travailler dans les usines ou dans le camp. La nourriture, c'était complètement inexistant. Non, inexistante, non. Du café, c'était de l'ersatz le matin. À midi, une gamelle de soupe, si on peut appeler ça une soupe. Et le soir, quand on rentrait de travailler, on avait droit à cette gamelle de soupe aussi. Et alors, quand on était malade, la solidarité existait et nous avions des amis qui s'arrangeaient pour avoir une deuxième gamelle de soupe pour qu'on puisse tenir le coup. On ramassait aussi des détritus de pommes de terre, etc., que les Allemands mangeaient. Rien qu'avec les épluchures, bien des fois, on partageait notre part de pain pour avoir des épluchures. Avez-vous été victime de violences corporelles ou morales dans le camp? Oui, beaucoup. Très. J'avais une tête à coups. Parce que j'étais assez rebelle. C'est-à-dire? Je me révoltais chaque fois qu'on me battait, je levais le poing et puis j'en avais encore plus. J'en recevais plus. Quelle hygiène avez-vous dans les camps? Il n'y avait aucune hygiène. Alors la première fois que parce que quand nous sommes arrivés, qu'on nous a mis à l'épouillage, on nous a donné des vêtements qui appartenaient déjà aux mortes.
Et la première fois que je me suis grattée, et que j'ai trouvé un pouls, je ne savais même pas ce que c'était qu'un pouls blanc. C'était des poux de corps. On était plein de poux de corps. Après, on avait des poux et on avait des morpions. Et des punaises. Toutes sortes de vermines. Voilà, Simone, pouvez-vous nous expliquer, voilà, Alors, ce que ici, c'était, comment, pourquoi, voilà. Voilà. Ici, c'est l'écusson qui correspond à l'écusson politique. Hein, rouge, la France. Et là, le numéro, c'est le numéro de convoi dont on faisait partie. Alors, chaque convoi avait un numéro différent. Et ça, il y a des chiffres fabuleux, je ne peux pas vous dire. Moi, j'étais dans les premières. Hein. Avez-vous côtoyé des juifs? Mais, on était tous, toutes sortes de nationalités, des juifs, des tziganes, il y avait toutes sortes de nationalités et toutes sortes de... Les juifs, ils avaient une étoile jaune avec le J, tandis que, comme je vous ai expliqué, moi j'avais un écusson rouge comme tous les politiques, avec l'insigne qui représentait par exemple la France 9, l'Espagne un S, la Pologne un P, etc. etc. Nous avions, les Tziganes, ils avaient encore une autre écusson pour avoir... Il y avait même des droits communs. Hein. Y avait-il des chambres à gaz? Oui, à Ravensbrück, oui. Quand nous sommes arrivés à Ravensbrück, on est resté 3 semaines en quarantaine et on sentait les os calcinés. Enfin, nous, on était un peu loin, notre baraque était un peu plus loin. On sentait seulement que les os calcinés. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ces chambres à gaz? Non, à l'époque, non. Qu'est-ce qui vous faisait garder espoir? La solidarité entre nous toutes. C'est ce qui nous a aidés à vivre tout le temps que nous avons vécu là-bas, c'est la solidarité. Y a-t-il eu des tentatives d'évasion? Pas dans le camp où j'étais, parce que nous étions entourés de fils de fer barbelés et on savait que si on s'évadait, c'était la mort. Quelle relation avez-vous avec les Allemands, les femmes qui vous gardaient? On n'avait pas de relation, au contraire. Elles nous battaient. Quelle sorte de travail faisiez-vous? Alors, on avait toutes sortes de travail. Moi, j'étais destinée à un convoi qui allait travailler dans une usine. C'est les usines Siemens. Et on faisait aussi des V1 pour les avions. Connaissiez-vous des gens qui étaient dans le camp? Des connaissances? Non, on s'est retrouvés, bon, deux ou trois personnes qui appartenaient à mon réseau, d'accord. Mais enfin, on a fait des connaissances, et on est rentrés, on est très unis, c'est même plus que la famille. Avez-vous perdu des êtres chers dans le camp? Pas dans le camp, mais pendant que j'étais au camp, j'ai perdu mon père, qui faisait la résistance et qui s'était caché. Et quand je suis rentrée, je ne l'ai pas vu. Quelles sont les personnes côtoyées à votre retour et comment ont-elles réagi? Les personnes dans mon entourage. Disons l'accueil. L'accueil très bon. De la population. À Hendaye, ça a été fabuleux. On est venu me chercher à la gare d'Hendaye, me ramener jusqu'à la maison et que ce soit la mairie ou que ce soit même quand nous sommes rentrés, il y a eu un très bon accueil parce que j'étais seule femme et j'étais revenue en vie. Comment vous expliquez le fait que pendant quand même pas mal d'années, on n'a pas entendu les Ah voilà, trucs. nous ne pouvions pas en parler. Voilà, nous ne pouvions pas en parler. Vous pouvez préciser? Non, on ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas. On a attendu longtemps. Même mon fils quand il a eu 13 ans, il ne le savait déjà pas.
Et comme un jour que j'étais très malade, il a demandé à son père pourquoi maman est toujours malade. Et son père aussi avait été déporté. Et il a dit, parce que maman est passée par les camps. Et il lui a expliqué tout, parce que c'était un garçon, il a très bien compris, et il avait 13 ans. Ça, vous avez montré à vos enfants? Ah oui, et à mes petits-enfants aussi. Oui, mais pas de suite à vos enfants? Ah non, mais mon fils, je ne lui avais jamais montré. Il a fallu que j'attende si longtemps pour le lui montrer. À quel âge? Oui, je vous dis 13 ans. On pensait qu'on n'allait pas être compris. Parce que passer par ces horreurs... Oui, c'était tellement en dehors de la vie que ça semblait irréel. Ah oui. C'était irréel. Irréel. Les coups, le froid, la faim, la soif. On est arrivé à boire de la neige. On avait soif. Non, non, mais c'est l'horreur. Alors, plus jamais ça, bien sûr. Ah, j'arrête pas de le dire, plus jamais ça. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes aujourd'hui, comme ceux-là qui ont 15 ans, qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut être vigilant? Ça, on sait qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Mais moi, je pense une chose, que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous, les enseignants, de pouvoir me permettre de transmettre ce message. Et je pense que demain, quand même, ils pourront transmettre les valeurs humaines. Et je pense que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et je vous fais confiance. Réfléchissez à ça et plus jamais ça. No, 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 this cannot be.